Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money et life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus avisées et les plus authentiques à propos de l'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages beaucoup plus personnels, pour assister à des lives aussi de temps en temps avec des invités, pour des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marion Claire dans le podcast pour parler de la socialisation des enfants à l'argent. Ce sujet est celui qu'a choisi Marion pour sa thèse en tant que doctorante en sociologie à l'IRISO Paris-Dauphine. À travers son travail de recherche, Marion tente de mettre en évidence les façons dont on éduque à l'argent les enfants de 8 à 10 ans, à un âge où se forge à la fois la conscience des inégalités de richesse et aussi de sa propre position sociale à travers celle de sa famille. C'est aussi à cet âge et à travers l'argent, et notamment l'argent de poche, qu'on transmet une certaine vision de la vie des pauvres, des riches, de l'entraide, de la valeur travail et de la consommation. Les parents tentant souvent d'apprivoiser les désirs de consommation de leur enfant au profit de l'épargne et d'une vision long terme à construire. C'est passionnant de s'intéresser à ces sujets de façon sociologique et d'interroger les différences de socialisation en fonction de la classe sociale, du genre de l'enfant et de la composition de la famille notamment. Sur ce, je vous laisse écouter notre conversation et vous retrouve à la fin. Bonjour, je suis avec Marion Claire qui est sociologue, doctorante en sociologie pour être plus exacte. On va parler de la socialisation des enfants. Alors, tu vas m'expliquer des socialisations des enfants, à l'argent. Bah oui, parce qu'il fallait bien qu'il y ait argent quand même dans cette histoire, sinon on serait pas sur le podcast Richissime. Je te demanderai de m'expliquer ce que c'est après, mais premièrement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Les gens ne te connaissent probablement pas, donc voilà. Dis-nous un petit peu ce que tu fais et ce super thème sur lequel tu travailles depuis 3 ans déjà d'ailleurs. Oui, donc merci beaucoup. Donc, je suis sociologue, ou plus exactement doctorante en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, donc sous la direction de Céline Bessière et de Martine Cour, et je travaille sur la socialisation des enfants à l'argent. En fait, c'est un petit peu un prisme particulier pour s'intéresser à la socialisation économique des enfants. Donc, comment les enfants deviennent des acteurs économiques, comment ils apprennent à consommer, quelle valeur ils accordent au travail, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire l'épargne pour eux. Voilà. Et c'est un petit peu, en fait, mon idée, c'était un peu d'interroger ce qu'on appelle la fabrique de l'homo economicus en économie, c'est-à-dire que comment les enfants, ils acquièrent ou pas une forme de rationalité, dans quel domaine, est-ce qui différencie le domaine économique, les pratiques économiques d'autres domaines de la vie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce sujet? C'est la première fois que tu travailles sur des sujets d'argent ou c'était déjà un pan de la sociologie qui t'intéressait? Juste à titre informatif, j'ai reçu Jeanne Lazarus, que peut-être tu connais, il y a un mois et demi à peu près dans le podcast, qui se présente comme sociologue de l'argent aussi. Moi et les auditeurs, on a découvert du coup que ça existait, que la sociologie s'intéressait aussi aux questions d'argent, mais je t'avoue que je ne le savais pas. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à travailler sur ce sujet-là? Alors, c'est une question intéressante parce que justement, j'avais travaillé à l'origine sur un sujet très proche de celui de Jeanne Lazarus, qui était l'éducation financière, mais à destination des enfants. C'est-à-dire dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, comment certains acteurs comme la Banque de France, mais aussi la fédération, je sais jamais si c'est Fédération bancaire française ou des banques françaises, mais la FBF. FBF. Voilà.
essaye de promouvoir un certain rapport à l'argent, typiquement au sein des écoles, mais aussi de définir un petit peu c'est quoi le problème des Français avec l'argent, ce faisant en fait, avec l'idée qu'en apportant cette solution qui est l'éducation financière à l'école, on définit aussi un problème qui est l'école ne prépare pas assez à la vie active, à gérer son argent, etc. L'école n'est pas assez concrète, etc. Donc ça, c'était un sujet qui m'avait beaucoup intéressée. Et puis après, je me suis dit, en fait, toutes ces politiques d'éducation à l'argent, tout ce qui porte sur l'éducation financière part de l'idée que effectivement, il y a un souci dans l'éducation à l'argent, que ce souci peut être réglé dans l'enfance parce que les enfants sont plus malléables, parce que l'école c'est un bon moment, parce qu'en fait on peut toucher tout le monde à l'école vu qu'elle est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais qu'en fait concrètement on sait très très peu de choses sur la manière dont les enfants déjà perçoivent l'argent. Est-ce qu'ils sont ces consommateurs et consommatrices frivoles qu'on décrit, qui savent pas maîtriser leurs désirs, etc. En fait, toutes ces politiques d'éducation financière, notamment à destination des enfants, elles partaient d'une idée de ce qu'était le rapport des enfants à l'argent, mais ça manquait un petit peu de fondement scientifique, on va dire. Et du coup, il y avait un creux là-dessus en termes de connaissances, et c'est pour ça que personnellement je me suis intéressée à ce sujet-là. Alors déjà, je viens de noter plein de trucs sur mon petit bout de papier parce que tu as dit plein de choses qui m'intéressaient, mais je pense qu'on va en reparler au fur et à mesure. Mais cette idée que effectivement les enfants ont une consommation plus frivole, j'aime bien le mot que tu as utilisé, quelle est leur perception de l'argent en fonction des âges. Toi, donc là, tu es en train tu es en pleine préparation d'une thèse et tu as choisi notamment les enfants entre 8 et 10 ans. D'ailleurs, au passage, avant de t'interroger sur 8-10 ans, parce que Non, je vais d'abord t'interroger là-dessus. Pourquoi les enfants de 8 à 10 ans? Et après, j'aurai une autre question. Qu'est-ce qui t'a semblé être le plus pertinent dans cet âge, 8-10 ans? Pourquoi cet âge-là? Est-ce qu'avant, le rapport à l'argent n'existe pas vraiment? Ou ça te semble être un âge charnière entre l'adolescent qui est assez conscient de ces choses-là et l'enfant qui a pas vraiment grand-chose à dire? C'est quoi qu'est-ce qui se passe entre 8 et 10 ans? Alors, il se passe plein de choses. En fait, c'était un âge qui m'intéressait parce que on sait que les collégiens sont déjà un petit peu autonomes dans leur choix d'achat, et de fait, il y a des études là-dessus, et on sait que c'est déjà très différencié selon la classe sociale, selon le genre, que par exemple, en termes d'achat de vêtements, par exemple, en 6e, 5e, les filles, les collégiennes vont y accorder beaucoup plus de part de leur budget que les collégiens. Donc, on sait que c'est déjà différencié. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passait avant, sachant qu'il y a déjà des études sur la différenciation des rapports à l'argent à 5 ans. Enfin, il y a eu une étude, donc c'est le livre Enfance de classe qui est sorti en 2019. Donc voilà, on voit déjà qu'il y a des petites différences, mais c'est des enfants qui sont quand même assez peu autonomes, qui reçoivent pas vraiment d'argent de la part de leurs parents. Donc ça, c'était une des premières raisons de s'intéresser un peu à l'âge de l'école élémentaire. La deuxième raison, c'est que l'âge moyen pour recevoir de l'argent de poche, c'est 9 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est assez stable au cours du temps. Ça fait au moins 20-25 ans que c'est le cas. Okay. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu cette période charnière. En fait, qu'est-ce qui se passe à 7-8 ans. Puis, qu'est-ce qui se passe à 10 ans, sachant que le but de mon enquête, c'est justement de d'interroger les enfants, de rencontrer les enfants 2 fois. Donc, à 7-8 ans. Et puis ensuite, vers 10 ans. Donc ça, c'était une des raisons, parce que du coup, en fait, le don d'argent de poche, il est accompagné de beaucoup de discours normatifs, en fait, de la part des parents, de prescriptions, etc. C'est également le moment de nouvelles pratiques pour les enfants, d'aller
typiquement, aller à la boulangerie tout seul ou toute seule, c'est quelque chose qui commence à 7, 8 ans. Donc ça, c'est vraiment un rapport un petit peu plus autonome aux achats, etc. Et enfin, la dernière raison, c'est que les études, notamment psychologiques, s'accordent à dire que c'est un peu dans cette période de milieu de l'élémentaire que les enfants acquièrent en fait davantage de connaissances ou plutôt une forme d'appréhension nouvelle du monde qui les entoure. C'est-à-dire que en CP, pour l'enfant, il n'existe pas tant que ça de choses en dehors de sa famille. Et donc, la perception de la richesse et de la pauvreté sont pas si évidentes que ça. Alors que en fin d'élémentaire, par exemple, les enfants ont davantage conscience des inégalités sociales. Ils sont capables de poser un jugement dessus, de les juger justes, injustes, etc. Et donc, en fait, c'était aussi ça qui m'intéressait, c'était de voir, en fait, qu'est-ce qui se joue comme socialisation politique derrière la socialisation à l'argent, derrière le rapport à la richesse, à la pauvreté, etc. Quand tu dis socialisation politique, c'est un lien entre la tendance politique dans la famille ou le courant politique duquel se revendiquent les parents et les pratiques liées à la circulation de l'argent dans la famille. Est-ce que c'est ce mot politique à comprendre dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Ça peut être ça. Un exemple, c'est alors un exemple, ça peut être par exemple, je reprends ma phrase. Un exemple qui lie circulation des richesses dans la famille et socialisation politique et transmission en fait de certaines convictions politiques, ça peut être tout ce qui concerne le discours parental sur les personnes sans abri. Et aussi le fait d'encourager les enfants à donner ou pas de l'argent aux personnes sans abri. J'ai des parents, notamment de petites classes moyennes, qui croient très fort à un discours méritocratique, qui disent à leurs enfants qu'il faut pas donner aux personnes dans la rue parce que soit elles feront un mauvais usage de l'argent, soit en gros elles sont pas méritantes. Tout en disant aux enfants qu'il faut travailler à l'école parce que c'est ça qui leur permettra de réussir plus tard. Et en fait ce discours-là qui a une fonction d'encourager en fait les enfants à travailler à l'école, il transmet aussi une certaine vision de l'ordre social qui est très politique en fait. Est-ce que les pauvres ont mérité d'être pauvres, etc. Comment on devient pauvre? À l'inverse, il va y avoir des familles qui vont, par exemple, prenons des familles plutôt aisées, etc. Des familles aisées qui vont dire à leurs enfants qu'il faut donner aux pauvres, que elles sont privilégiées et que du coup, parce qu'elles ont une position privilégiée, elles doivent aider les plus pauvres qu'eux. Et en fait, ça transmet aussi une vision de quels sont nos devoirs quand on est riche. Ça dit aussi aux enfants, vous êtes des privilégiés. Ça leur transmet une idée de leur place dans l'espace social. Ouais, et aussi, ça transmet une idée de quelle est la bonne manière d'être riche. En fait, comment on peut habiter sa richesse d'une manière qui soit légitime. Et une manière de faire ça, c'est de montrer de la compassion, de l'empathie et de la générosité envers plus pauvres que soi. Je suis fascinée de ce que tu es en train de me dire et je suis fascinée de me rendre compte. Alors, c'est vrai que moi, c'est un travail que j'aime faire dans le travail de relation à l'argent avec les gens que j'accompagne. J'avais jamais posé ma conscience sur le fait que ça arrivait à cet âge-là, tu vois, et pourtant, je sais, dans mon travail, c'est tellement central que notre relation à l'argent, elle a été construite quand on était petit, ce qu'on entendait dire à la maison, etc. Mais c'est vrai que dans ce petit détail de, effectivement, est-ce qu'on doit donner à une personne qui est dans la rue, qui est sans abri et qui demande, et que ça se construit effectivement à un âge, je vois bien en quoi cet âge est charnière, j'ai des neveux qui rentrent dans cet âge-là, et effectivement, on est déjà plus préadolescence et adolescence,
on va aussi éventuellement déconstruire ces schémas. Bon, c'est un peu tôt peut-être sur les sujets de relation à l'argent, mais un peu. Et en fait, ces schémas se sont construits entre 7, 8 et 9, 10 ans. Tu parlais de la relation, la transmission de la valeur travail. Et je suis intéressée par le lien justement que tu fais entre la relation à l'argent et la relation au travail. Parce que moi, je déconstruis ça beaucoup avec les adultes. L'idée, effectivement, que travail égale argent, que travailler beaucoup égale plus de chances d'avoir de l'argent, alors que les adultes que nous sommes voient bien que ça ne se passe pas comme ça en réalité. Il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent pas forcément énormément d'argent et qui n'ont pas forcément une place hiérarchisée très élevée dans la société. Et donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus ta compréhension de ce sujet, comment se construit la relation à la valeur travail et est-ce qu'elle se construit de manière uniforme dans les différentes couches de la couche sociale de la société. Alors, effectivement, cette idée qu'il y aurait que l'argent se mériterait par le travail et que que le travail apporte de l'argent, c'est pas uniformément réparti. Je reprends un peu les résultats de l'enquête sur les enfants de 5 ans, donc a été menée sous la direction de Bernard Lahire, mais avec un collectif de chercheurs et de chercheuses qui montre bien qu'en fait c'est plutôt dans ce qu'on appelle le pôle économique et plutôt des classes moyennes et supérieures notamment que il y a une très forte attention accordée à cette valeur travail et on dit aux enfants que c'est le travail qui rapporte de l'argent à la maison, mais c'est que aussi leur travail scolaire leur apportera la réussite sociale. On l'observe également dans les milieux populaires. Et moi, je l'observe beaucoup parce que j'ai pas mal enquêté de familles et d'enfants enquêtés qui viennent en fait qui ont une trajectoire sociale particulière parce qu'ils ont un passé migratoire assez récent. Et en fait, ces histoires familiales-là, elles sont souvent liées à une volonté de réussite économique et sociale pour les enfants. Et donc, en fait, dire que le travail le travail scolaire va permettre la réussite économique, en fait, c'est un encouragement très, très fort à destination des enfants. Et ça, c'est l'objet de pratiques éducatives parentales. C'est-à-dire que c'est vraiment notamment dans ces milieux-là, ces milieux populaires, ces petites classes moyennes, qu'on va retrouver l'idée qu'il faut rétribuer le travail scolaire, que un bon investissement à l'école, que des bonnes notes doivent être rétribuées par de l'argent, alors que à l'inverse, dans ce qu'on va appeler à l'opposé du pôle économique, plutôt le pôle culturel des classes moyennes et surtout des classes supérieures, donc un exemple typique, ça va être les profs. Il va y avoir un rejet très très fort du fait de rémunérer le travail scolaire. Donc ça, c'est lié à un rapport à l'argent des parents qui est vraiment différent. On peut dire que quand on est prof, il y a une forme de décorrélation entre le niveau de diplôme ou la réussite scolaire et la rémunération. Ce sont des métiers qui sont relativement peu rémunérés en fait par rapport au niveau d'études. Et aussi un petit peu par conséquent, les enfants donc sont pas rémunérés pour leur travail scolaire, qui est le travail des enfants. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, ça contribue à créer chez les enfants des rapports très différents au travail scolaire. Chez ces enfants, chez les enfants qui sont rétribués pour leurs résultats scolaires, on retrouve vraiment le discours selon lequel on retrouve un peu l'idée que
enfin voilà, que c'est vraiment un travail et que c'est un peu pour la rémunération que pour la gratification, qui peut être matérielle, ça peut être aussi symbolique, hein, la reconnaissance des parents, que ils font ce travail scolaire. Mais bon, c'est surtout en fait, ce qui m'intéresse, c'est ces classes supérieures à capital culturel qui vont essayer en fait d'insuffler à leurs enfants, en les rémunérant pas pour le travail scolaire, l'idée selon laquelle en fait c'est pour les enfants travaillent à l'école pour eux-mêmes et que en fait c'est leur devoir et non pas leur travail d'être bon à l'école, de travailler à l'école et finalement d'aimer l'école. Si, mais en fait, ça me passionne. Si je comprends bien, ce qui se joue là, c'est que plus on vient d'un milieu à capital culturel élevé, plus on aura tendance à moins on veut associer la réussite scolaire, mais aussi je pense que on peut peut-être extrapoler aussi à la participation à la maison, aux tâches domestiques, etc., qui sont de l'ordre de quelque chose de normal. Et ça, c'est pas un travail qui est rémunérable entre guillemets, alors que quand on est dans peut-être une logique plus économique, ou en tout cas c'est ça qu'on veut développer chez nos enfants, avec cette idée que tout travail mérite salaire. Est-ce que c'est ça qui se joue comme différence? C'est que et il n'y a pas de bien ou de mal en fait, c'est juste qu'il y a des familles qui veulent vraiment ancrer cette idée que tout travail mérite salaire, que le temps que tu passes à faire quelque chose vaut rémunération, versus d'autres familles qui disent mais en fait non, il y a un certain attendu de la part d'un membre d'un foyer quel qu'il soit, de l'enfant, et puis plus tard quand tu seras partenaire, compagne, etc., et qu'on attendra de toi une certaine participation sans que celle-ci soit rétribuée d'une quelque forme que ce soit. Et du coup, il y a vraiment cette préparation à l'après, quoi, et qui, à mon sens, est valable dans les deux cas. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'un côté c'est mieux et de l'autre c'est mieux, mais par contre c'est vraiment effectivement ces deux visions qui sont assez éloignées l'une de l'autre. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas mon travail de poser un jugement là-dessus. Mais du coup, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a deux visions de ce qu'est la réussite sociale, en fait. Ouais. Et notamment, en fait, dans ces familles du pôle culturel, en fait, le rapport au travail est plus vécu d'un point de vue vocationnel, de manière vocationnelle. Les parents vivent leur travail de manière vocationnelle, etc. D'ailleurs, et je te coupe, mais est-ce qu'avec cette idée aussi que peut-être on ne doit pas faire les choses pour l'argent? Peut-être dans certaines familles, alors là c'est peut-être difficile, on peut pas extrapoler, on peut pas faire une généralité de ça, mais tu vois, quand moi je vois bien aussi avec les gens que j'accompagne, c'est plus mon choix est un choix de cœur, de vocation, et plus j'ai du mal aussi à l'associer à un quelconque enrichissement, avec cette idée que quand on fait les choses parce qu'on les aime, parce qu'elles sont de ma passion, que parce qu'elles nous sont naturelles et plaisantes, on ne doit pas en retirer une quelconque satisfaction, une quelconque, une richesse en fait. Donc là, on est dans une vision effectivement où fais ce que tu aimes et ne sois pas guidé par l'argent. L'argent ne doit pas être un moteur. En fait, là, tu ne recherches pas l'argent. Un peu une vision peut-être un peu l'argent c'est pas bien, si on veut être un peu simpliste. Oui, en tout cas, l'argent ne doit pas être le moteur de l'action et des choix de vie pour leurs enfants. Donc oui, ça se retrouve tout à fait. Mais bon, c'est des familles qui sont quand même, comment dire, en fait, qui ont souvent des trajectoires, je pense aux parents qui sont dans la fonction publique, profs, etc., en fait, qui ont des trajectoires de vie assez sécurisées. Leurs enfants, dans la majorité, réussissent bien à l'école et donc les risques économiques pour leurs enfants sont quand même assez faibles. Les parents pourront probablement aussi leur léguer un petit patrimoine, donc à la fois par héritage, à la fois par le capital scolaire et culturel qu'ils ont, ces enfants, en fait, ils peuvent
probablement se permettre, enfin, leurs parents peuvent se dire qu'en fait, que ces enfants-là n'auront jamais de problème d'argent, ou probablement pas de problème d'argent. Enfin, c'est toujours, enfin, ça, c'est toujours une des grandes questions quand on s'intéresse à la sociologie de l'argent et le rapport à l'argent. C'est de quel milieu il faut venir, dans quel milieu il faut évoluer, quelle sécurité on a pour se permettre de dire que l'argent n'est pas important. Et en fait, pour se permettre de dire que l'argent n'est pas important, souvent, il faut être dans une situation de sécurité économique, et là, en l'occurrence, d'avoir assez peu de doutes sur la réussite de la reproduction sociale. En gros. Et d'ailleurs, si je comprends bien, quand tu dis ça, c'est pas forcément des gens qui ont déjà beaucoup d'argent, mais la sécurité peut venir des gens qui ont beaucoup d'argent et donc beaucoup à transmettre, mais peut aussi venir de gens qui sont d'un milieu plus moyen, mais qui ont la sécurité de l'emploi. Ou quand on arrive à les enfants ont 7, 8, 9, 10 ans, qu'on voit que ils se débrouillent bien à l'école et que, mine de rien, ça crée une forme de sécurité intérieure. Si soi-même on est en sécurité économique et que nos enfants sont bons à l'école, ça augmente le facteur de je me sens en sécurité pour moi, pour eux, donc je vais aussi peut-être accentuer mon discours dans un sens ou dans un autre, parce que je suis globalement assez rassurée. Je pense que, tu vois, mes parents devaient être dans ce schéma-là. Ils n'étaient pas fonctionnaires, mais clairement avec deux petites filles qui réussissaient très bien à l'école, je crois qu'ils se sont jamais vraiment inquiétés pour notre avenir économique. Oui, ça peut être ça, et ça dépend aussi de l'histoire familiale, typiquement, parce que en fait, les parents sont aussi d'anciens enfants qui ont été socialisés dans des familles donc qui venaient de milieux très différents. Donc, typiquement, les familles qui ont des trajectoires, notamment qui viennent des milieux ruraux ou plutôt agricoles. Donc ça, c'est encore bien montré dans le livre Enfance de classe. C'est des familles où il y a un peu un rapport à l'épargne qui se transmet de génération en génération. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir l'histoire de la famille, comment en fait ces trajectoires familiales, l'idée de réussite sociale, etc., ça se transmet de génération en génération. De la même manière, en fait, on peut s'intéresser à est-ce que les parents, ils ont connu un déclassement économique ou des événements comme ça dans leur enfance. Est-ce que, par exemple, l'entreprise familiale a fait faillite pendant leur enfance? En fait, ça contribue à façonner un rapport à l'argent chez eux. Typiquement, le fait d'avoir peur de soi-même connaître une trajectoire un petit peu heurtée. Est-ce que toi-même, ce travail se raccroche à ton histoire personnelle? Est-ce qu'à un moment donné, il y a il y a un mélange de genres, entre guillemets? Est-ce que tu as découvert des choses sur toi, ou est-ce que c'est des choses que, toi et ton histoire, est-ce que c'est des choses que tu savais et que tu as eu envie d'éclairer pour le plus grand nombre avec ce travail-là? Mais est-ce qu'à un moment donné, ça se rencontre? Il y a une rencontre entre ton histoire personnelle et ce travail? Oui, forcément. Tu as eu 8 ans, quoi. J'ai eu 8 ans. Et je pense que ce qui m'a motivée à entamer ce travail, c'est une scène, en fait, sur le chemin de l'école, en rentrant, pour rentrer chez moi. Il y avait à peu près 800 mètres et il y avait un bureau de tabac qui vendait des bonbons. Et moi, en bonne petite enfant de classe moyenne supérieure, fonction publique, j'avais de l'argent de poche versé régulièrement. Mais tout ça, c'était accompagné d'un discours qui disait que vraiment les bonbons, c'était le mal, etc. Et je me retrouvais là avec mes copines et je n'avais pas du tout envie d'acheter de bonbons. Enfin, je me jugeais, j'avais profondément intériorisé cette idée que la consommation de bonbons, c'était mal et qu'en fait, l'argent, il fallait l'épargner. Et je me souviens d'une copine qui m'a traitée de radine. Et du coup, je me suis forcée à acheter ces langues de chat et ces têtes brûlées. Le moins possible que je pouvais, je crois, mais pour ne pas dépenser trop d'argent, mais ne pas passer pour une radine. Et je n'ai jamais mangé ces bonbons, en fait. Je les ai thésaurisés sous mon lit.
pendant 1 an, ils sont devenus absolument infâmes, ils étaient immangeables. Et donc c'était un peu l'inflation qui avait rongé la valeur de mes bonbons finalement. Et je pense que c'est comme ça que je suis entrée dans ce sujet en fait. C'était cette forme de contradiction entre deux normes qui m'a beaucoup intéressée, et les discours qu'on peut recevoir qui sont un petit peu contradictoires parfois sur l'usage de l'argent. Donc il faut à la fois apprendre à bien le dépenser et en même temps l'épargner. Et en même temps, ne pas le dépenser pour rien. Enfin, c'était en fait un univers extrêmement normatif. L'argent est un univers très normatif. C'est comme l'enfance d'ailleurs. Enfin, tout le monde a une idée sur comment les autres doivent dépenser leur argent et comment ils doivent éduquer leurs enfants. Et pour ça, en fait, ça me paraît être un super observatoire de nos normes sociales, en fait, et dans toute leur diversité. D'ailleurs, super cette anecdote, merci. En plus, ça me touche et je prends conscience d'une autre dimension, c'est que c'est aussi un âge où il n'y a plus que la sphère familiale qui compte, tu vois. Parce que finalement, tes copines, elles t'ont renvoyé. J'imagine que tout ça n'est pas conscientisé à cet âge-là de « Oh, mais moi, j'ai d'autres normes sur l'argent que celles de mes petites camarades de classe. » Mais il y a cette idée qu'avant ça, on doit probablement pas parler d'argent et pas parler de ces choses-là à l'école. Et en fait, à partir de ces âges-là, on a ce que mes parents m'ont dit, et puis il y a ce que je discute avec mes camarades, et puis on parle de bonbons, et puis on parle d'autres trucs, puis on parle de ce qu'on regarde à la télé, et on parle de là où on va en vacances. Et là, c'est d'autres normes qui viennent se confronter à mes normes. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit aussi des parents qui essayent de s'adapter pour que leurs enfants soient les moins sortent le moins du lot, ou soient les moins pris à partie, ou en leur achetant des marques, en leur achetant des choses qui leur permettent d'appartenir dans l'enceinte de la cour de récré, qui puissent pas être en dehors du lot. Et c'est ça qui s'est passé pour toi, c'est tu voulais pas être exclu, tu voulais pas être tu voulais pas être cette radine qu'on disait que tu étais, etc. Et donc, je vais aller les acheter, les bonbons, mais alors, je veux certainement pas les manger parce que sinon, je vais vomir de la culpabilité de les avoir achetés. Donc ça, c'est intéressant. Comment tu analyses cette confrontation, ce choc des cultures de la cour de récré? Je sais, c'est beaucoup de questions. Ouais, c'est intéressant parce que justement, ce qui m'avait intéressé dans cet âge-là de l'école élémentaire, c'est que c'est vraiment le moment où les enfants commencent à concevoir les différences comme de potentiels indicateurs d'inégalité économique. J'explique. En gros, quand on demande à des enfants de 7-8 ans s'ils sont pauvres, riches, s'ils connaissent des personnes plus pauvres ou plus riches qu'eux, en fait, c'est des questions qu'ils comprennent pas vraiment. Et leur réponse, ça va être toujours mais nous, on est moyens. Nous, on est normaux. Et en fait, cette idée de nous, on est normaux, c'est à la fois... en fait, cette idée de normalité, en fait, elle a plusieurs sens. Et ici, ce qu'il signifie au fond, c'est que en fait, ils prennent leur propre famille pour la norme. Et c'est un peu le point à partir duquel ils appréhendent le monde. Et du coup, ils voient assez peu les différences. Et pour le coup, c'est plutôt à 10 ans qu'ils commencent à concevoir et à mieux comprendre dans les attitudes de leurs camarades, dans le fait d'avoir certains jouets plutôt que d'autres, certains vêtements plutôt que d'autres, mais aussi des indices auxquels nous, adultes, on pense moins. Bref, c'est à partir de ces moments-là qu'ils commencent à comprendre qu'en fait, ce sont des inégalités de classe, ce sont des inégalités économiques. Pour donner des exemples, ça va être typiquement le fait de porter les mêmes vêtements plusieurs jours de suite, qui commence à être interprété comme un signe de pauvreté, en fait, à partir d'une dizaine d'années. Je me rappelle, je t'interromps, mais il y a un souvenir qui vient de me revenir. J'étais en primaire. Je crois que j'étais en primaire et je me rappelle avoir organisé un goûter d'anniversaire, donc mon anniversaire, et j'avais invité des copines.
Je me rappelle que j'avais reçu un album photo, mais vide. Et tu sais, ceux qui sont un petit peu en plastique et j'avais tout, même la petite fille que j'étais avait vu qu'il avait déjà été utilisé. Mm. Et j'étais déçue. Je comprenais pas trop, en fait, qu'on offre ça à une petite fille de... Je me demande si j'étais pas un petit peu plus jeune, où j'avais 7 ans, mais pas beaucoup plus, tu vois. Et la petite fille que j'étais avait été déçue de recevoir quelque chose déjà qui était pas neuf. Se remettre dans le contexte, hein, début des années 90, les Vinted, le second main et tout, c'était pas du tout branché et sympathique. Donc moi j'avais l'habitude de déballer des choses qui étaient neuves, hein, et je me rappelle très bien ce cadeau. Tu vois comme ça m'a marqué, c'est dingue. Je me rappelle absolument pas des autres cadeaux qu'on m'a offerts, hein. Mais celui-là, je me rappelle que j'étais déçue, j'avais pas compris. Et effectivement, c'est à peu près à partir du même âge que j'ai vu dans quel environnement grandissait cette petite camarade de classe et qu'on n'était pas du tout, c'était pas du tout pareil que moi. Évidemment, l'adulte, je sais que c'est un souvenir dont je me suis déjà rappelé et qui me culpabilisait parce que, en fait, la maman avait probablement vidé l'album photo qui était à elle à la base et elle l'avait offert parce que la convention, c'est qu'il faut offrir un cadeau quand t'es invité à un goûter. Et quand j'ai compris ça adulte, parce que c'est pas la première fois que je me souviens de ce truc-là, j'ai culpabilisé avec le recul que cette maman se soit sentie obligée à l'époque de fournir un cadeau à sa petite fille qui était invitée à un goûter d'anniversaire, quoi. Donc voilà, il y a rien d'autre que raconter cette anecdote, mais j'ai même pas d'interprétation, mais en tout cas, c'est les cadeaux qu'on offre aux camarades de ces enfants. Voilà, quand tu dis des indications qui sont pas visibles, etc. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Oui, enfin, tout à fait. Et pour rebondir même sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, une des fonctions de la consommation, c'est notamment l'intégration, et c'est l'intégration au groupe de pairs, etc. Ou même, si je pense d'un point de vue historique, il y a des travaux. Je sais que Jeanne Lazarus avait notamment travaillé là-dessus, et une autre sociologue qui s'appelle Hélène Ducourant qui a travaillé sur en fait comment par la consommation on a essayé d'intégrer par exemple les classes populaires à la société de consommation, mais du coup à la société en général au courant du XXe siècle par le développement du crédit, etc. Donc en fait la consommation elle joue vraiment ce rôle-là. Et c'est aussi quelque chose qui a été montré donc par plusieurs chercheuses, comment dans notamment les classes populaires, il y a enfin dans les classes populaires, notamment qui ont peu d'argent, etc. Vraiment pas mal de dépenses pour les enfants qui vont être faites. Je pense aussi à une sociologue qui s'appelle Angèle Janot. Et en fait, ces dépenses, donc en plus ça peut être des petits objets, enfin des balles, des petits objets qui vont pouvoir montrer à la cour de récréation, etc. En fait, ça participe à l'idée que il faut pas que l'intégration sociale des enfants pâtisse des faibles moyens économiques de la famille. En fait, il y a aussi une idée un petit peu de voilà, enfin de montrer, enfin ou de pas apparaître avec un faible statut social, et surtout que les enfants n'aient pas honte. Et ça, c'était la deuxième chose dans cette anecdote qui me paraissait vraiment intéressante, c'est-à-dire le rôle des émotions, en fait, dans nos premières intuitions des inégalités. Typiquement, le fait d'avoir honte, c'est important. Le malaise face à une situation à laquelle on s'attendait pas, ou encore typiquement dans le cas des personnes sans abri dont je parlais tout à l'heure, et de comment les parents parlent des personnes sans abri ou des personnes plus pauvres. Il va y avoir l'idée de stimuler un petit peu la compassion chez les enfants. Et en fait, cette socialisation aux inégalités, le rapport aux inégalités, la compréhension première des inégalités, ça passe beaucoup par en fait ce type d'émotion. Honte, culpabilité, on peut imaginer la colère ou la peur par rapport à certaines figures qui seraient particulièrement
érigé en repoussoir. Je sais que c'est pas le rôle du sociologue, mais j'ai quand même envie de te poser des questions sur, tu vois, s'il y a des parents d'enfants de cet âge-là qui nous écoutent, quel serait, tu vois, ton point de vigilance à toi sur comment est-ce que sur quoi tu dirais vraiment en tant que parent, soyez vigilants à ces choses-là, soyez vigilants à ce que vous dites, soyez vigilants à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'idée en sortant de ton rôle? J'imagine que quand tu parles de ta thèse à tes amis, tu sais, t'enlèves la casquette sociologue et puis aussi peut-être que tu donnes quelques conseils ou ton avis et je serais curieuse de savoir, tu vois, comment tu aiderais un parent à naviguer cette période? Alors, je me sens pas du tout de donner le moindre C'est un conseil. piège. C'est un piège. Ceci est une question piège. Non, mais n'ayant pas d'enfants et en plus, ayant jamais connu des situations économiques difficiles, je me vois très très mal conseiller qui que ce soit. Je pense que la seule chose que je peux dire, c'est de se débarrasser de la culpabilité, sachant qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous dire ce qu'il faudra faire et que en fait, je sais pas. Personnellement, j'ai tendance à penser que chacun fait de son mieux, mais ouais, c'est très bien dit. Est-ce que d'ailleurs dans ton travail, tu analyses aussi les discussions qui se jouent entre parents et enfants, vraiment là sur la question centrale de l'argent? Est-ce qu'on parle d'argent à cet âge-là entre enfants et parents, ou est-ce que c'est toujours un petit peu détourné via alors tu vas me dire, en fait, d'ailleurs j'ai lu cette statistique extraordinaire, parce que plus de 9 enfants sur 10 en CM2 ont de l'argent, enfin reçoivent de l'argent, argent de poche qui peut être donné de manière régulière ou non d'ailleurs. Et donc doit forcément y avoir une forme de dialogue, de discussion autour de l'argent à cet âge-là, ce qui n'est pas forcément lieu avant. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a des discussions autour de l'argent des enfants et comment eux-mêmes doivent l'utiliser, comment ils sont censés consommer, est-ce qu'ils doivent mettre l'argent à la banque, etc. ou pas. Mais en fait, les enfants entendent des discours sur l'argent beaucoup plus tôt, même autour des parents qui discutent entre eux de qu'est-ce qu'on fait de l'argent, est-ce qu'on part en vacances ou pas, elle a coûté cher cette nouvelle cuisine, ou le fait de manquer d'argent. Et même le fait d'entendre des discussions de la part de ses parents autour des questions d'argent, c'est très stratifié selon le milieu social. Donc moi, je l'observe. Il y a une autre doctorante qui s'appelle Holly Hargis qui travaille dans les familles, qui a bien vu comment, en fait, dans les milieux populaires, on va beaucoup plus parler d'argent devant les enfants. Notamment pour la raison que l'argent est un sujet, en fait. Enfin, quand l'argent manque ou est irrégulier, on va pouvoir en parler. Dans les classes supérieures, on en parle quand même moins devant les enfants, à la fois parce que l'argent manque moins, donc c'est pas tant que c'est un sujet, aussi parce que les logements sont plus grands et donc on peut davantage s'isoler pour parler des questions d'argent. Et par conséquent, en fait, ça va aussi de pair avec des visions de l'enfance, etc. C'est-à-dire que dans les classes supérieures, notamment le pôle culturel des classes supérieures, les enfants sont relativement préservés en fait des questions d'argent pendant assez longtemps, plus longtemps que dans les milieux populaires. Tu parles de différence de classe et d'ailleurs, en fonction des classes, on ne donne pas de la même manière l'argent à ses enfants. Et peut-être que ça explique aussi le niveau de discours. Quand je lisais une partie de tes travaux, tu disais en fait plus on est élevé socialement, plus on va avoir tendance à donner de l'argent régulièrement. Et donc finalement, quand l'argent est donné tous les mois, il n'y a pas besoin de demander pour l'enfant, il n'y a pas de discussion qui s'instaure autour de ça. Et il y a aussi, et les prescriptions sont pas les mêmes d'ailleurs. Ça m'a intéressé de le découvrir dans ton travail, c'est que l'argent qui est donné régulièrement, on lui attribue pas la même fonction ou le même usage ou le même but que l'argent qui est donné ponctuellement. Et donc dans les classes les plus populaires, on va tendance à privilégier l'argent peut-être qui est donné de manière moins régulière et qui est sur demande ou sur besoin.
Et de fait, si c'est sur demande ou sur besoin, ça instaure une discussion. Il y a soit une détection de besoin, soit un enfant qui dit bah j'ai besoin de ça, je veux ça, etc. Et donc là, effectivement, s'instaure une discussion qui n'a pas forcément lieu d'être quand l'argent tombe tous les mois et qu'il y a une certaine liberté qui est donnée à l'usage de son argent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans tes travaux, cette différence de façon de donner l'argent de poche en fonction du milieu. Oui, tout à fait. Donc c'est très différent en fait selon les milieux sociaux. Donc moi je l'avais observé à partir du traitement donc d'une enquête statistique qui avait été faite par le ministère de la Culture et qui s'appelle l'enfance et loisirs. Donc ce qu'on observe c'est que notamment dans les classes supérieures, il y a beaucoup plus de pratiques en fait de l'argent de poche sur une base régulière, donc tous les mois ou toutes les semaines. Donc là, je viens de retrouver les chiffres. Donc c'est 39% des enfants issus des classes supérieures qui recevaient de l'argent de manière régulière, 32% dans les classes moyennes et 27% dans les classes populaires. Donc on voit qu'il y a quand même une différence qui s'étale tout au long du spectre social. Et puis en ce qui concerne donner de l'argent plutôt en réponse à un besoin, ça est 42% des enfants de classe populaire, 27% dans les classes supérieures. Donc là, on voit que c'est plutôt étiré dans l'autre sens, ouais, inversé. Alors, pour autant, c'est à partir de ces résultats statistiques, on peut pas vraiment dire si ça donne plus ou moins lieu à discussion. Ce qu'on peut présumer, c'est que ces discussions sont pas les mêmes. Typiquement, quand on verse de l'argent de manière régulière, il peut y avoir des discussions sur le montant, sur pourquoi faire, sur la régularité, etc. En réponse à un besoin, ça sera plus des discussions sur est-ce qu'on a les moyens là maintenant, est-ce que tu en as besoin là maintenant. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, je l'ai plutôt complété avec mes données d'entretien et d'observation, c'est que dans les classes supérieures, la discussion va plutôt être sur la régulation dans le temps de la consommation. En gros, c'est si tu achètes ça maintenant, tu n'auras plus d'argent plus tard pour faire ça. Et aussi un petit peu sur la planification, l'anticipation des besoins. Par exemple, un enfant qui voulait il me semble que c'était un jeu vidéo ou quelque chose comme ça, avait un peu négocié avec sa mère. Il savait exactement quel mois il aurait assez d'argent pour s'acheter ce jeu vidéo, mais il savait qu'après, il n'aurait plus d'argent, etc. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ces pratiques-là, c'est que elles transmettent un certain rapport au temps, fait de planification, etc., de régularité, qui correspond en fait aussi au mode de vie souvent des parents, enfin qui reçoivent des salaires, des revenus réguliers, etc., qui est pas forcément le cas dans certaines classes populaires, notamment les classes populaires instables pour lesquelles les revenus peuvent être irréguliers. Et ça correspond aussi à une certaine vision de l'enfance et de l'éducation qui est très prégnante dans ces classes supérieures-là. Donc moi, je travaille sur le rapport à l'argent, mais il y a des personnes qui travaillent sur le rapport au temps. Et ces personnes, donc parmi lesquelles il y a des chercheuses comme Gaëlle Henri Panavière, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, montrent que dans les classes supérieures, notamment à capital culturel, il va y avoir cette idée que voilà, il y a des horaires réguliers, que les enfants peuvent planifier leurs tâches par des outils particuliers qui sont l'agenda, etc. Et puis moi, j'observe un peu la même chose pour l'argent, c'est-à-dire dans ces classes supérieures-là, il va y avoir une gestion de l'argent par l'écrit, les enfants vont tenir des livres de compte avec leurs parents, etc. Et puis plus profondément, du coup, ce versement d'argent régulier, pour lesquels les enfants reçoivent finalement assez peu de prescriptions directives sur la manière de l'utiliser. Ça va être plutôt des conseils, plutôt comme ma mère me disait que les bonbons c'était... Enfin, j'avais compris que les bonbons c'était le mal absolu, mais
mais en même temps, j'étais libre d'en acheter, en fait, avec cet argent de poche. Ça contribue à faire intérioriser un sens de l'ascèse, de la retenue à ces enfants-là, à essayer de leur faire maîtriser eux-mêmes leurs désirs. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la contrainte, elle vient pas de l'extérieur, elle est intériorisée. Dans les familles où l'argent est versé si besoin, donc qui ont tendanciellement en fait se retrouvent plutôt dans les familles de classe populaire, même si, enfin, à chaque fois je durcis un peu le trait, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Dans ces familles-là, la contrainte, elle est moins systématique, moins régulière, c'est-à-dire le parent peut dire oui, peut dire non, il peut expliquer ou ne pas expliquer. Il y a plus d'incertitudes liées sur la réponse, et du coup il y a moins de, la contrainte est extérieure, et donc en fait elle n'est pas intériorisée de la même manière par l'enfant. Et il n'y a pas le même, de toute façon, il n'y a pas la possibilité de planifier, en fait. C'est-à-dire que dans ce schéma-là, c'est, je vais demander, ce sera oui ou ce sera non. Mais finalement, il y a moins ce libre arbitre, il y a moins cette idée de je reçois quelque chose et j'ai tout un champ de possibles de décisions à prendre sur qu'est-ce que j'achète, combien, maintenant, pas maintenant, qui du coup sont moins présents dans le cas où c'est j'ai besoin ou envie de quelque chose, je demande, ce sera oui ou ce sera non, je chouine ou je chouine pas, et puis après on en reste là, quoi. Je négocie ou je négocie pas, et après on en reste là avec cette idée de je suis moins, j'ai moins de prise dans la décision, si ce n'est ma capacité à charmer évidemment le parent en question. Et dans tes travaux, il y avait un truc qui était intéressant, c'était plus les montants donnés sont élevés et de manière non régulière. Typiquement, les cadeaux des anniversaires, enfin les montants donnés aux anniversaires, à Noël, alors par les parents ou par les grands-parents, parce qu'il y a aussi ce phénomène de des fois on reçoit des gros chèques ou des grosses sommes de la part des grands-parents, qui transitent plus ou moins en fonction des âges par les parents d'ailleurs. Et donc plus les sommes sont élevées, plus il y a de prescription du parent quant à quoi faire avec cet argent, ou d'interdit, ou de... Moi, en tout cas, j'ai souvent constaté... Toi, tu l'as constaté avec les chiffres. Moi, je l'ai constaté avec les parents qui disent, tant que, avec son argent du quotidien, il gère. Par contre, les 300 € qu'il a reçus de papy, mamie, moi, je lui hors de question qu'il s'achète n'importe quoi avec ça. Donc c'est cette idée de, là on revient à la consommation frivole dont tu parlais, on parle du postulat que si on ne cadre pas un enfant, il va faire n'importe quoi avec son argent. Donc il va aller acheter des bonbons, il va aller acheter, donc j'ai besoin de lui dire que les bonbons c'est le mal, j'ai besoin de lui dire que ça c'est tout pourri, j'ai besoin de lui dire que c'est tellement important cette somme qu'il a reçue de papy mamie, qu'il peut pas aller s'acheter une trottinette avec, qu'il faut qu'il le garde et il paiera son permis avec dans 10 ans. Donc il y a cette pression qui vient avec les chiffres, et avec ce sous-jacent qui est encore plus fort, c'est tant que mon enfant il a que 2 €, il peut bien jouer avec, c'est pas très grave, mais par contre non, ça reste un individu dont la consommation est frivole de base, et donc je peux quand même pas le laisser là dépenser 300 €. Est-ce que c'est à peu près vrai? Est-ce que c'est à peu près ce que tu observes? Est-ce qu'il y a une nuance ou... Je suis pas tout à fait certaine que ça soit exactement la logique des familles. Je pense que une chose qui entre beaucoup en compte, c'est ce que une sociologue qui s'appelle Viviana Zelizer, donc une sociologue états-unienne, a appelé le marquage de l'argent, et qui est que selon la manière dont on reçoit l'argent, quelle que soit presque la somme, on ne va pas l'utiliser de la même manière. Donc elle s'intéresse typiquement aux cartes cadeaux, à ce genre de choses, toutes sortes de choses qui sont en fait des dons d'argent mais masqués, où elle explore un cas. Il me semble que c'est une personne qui est impliquée dans le banditisme ou le proxénétisme, et qui explique qu'il peut pas donner à l'Église l'argent du crime, mais que du coup il va donner une petite pièce que sa propre mère lui a donnée, parce que l'argent sale,
ne peut pas servir pour faire un don à l'église. Et en fait, quelque part, pour les enfants, c'est pareil. L'argent qui est reçu sur une base régulière ou l'argent qu'ils reçoivent parce qu'ils ont fait les courses et on leur laisse la monnaie ou des choses comme ça, c'est de l'argent du quotidien, c'est des petites pièces qui possèdent d'ailleurs sous une forme monétaire, quoi. Enfin, c'est des pièces et des billets. Cet argent-là, ils peuvent l'utiliser librement. Par contre, l'argent de Noël, l'argent de l'Aïd également pour les petits enfants musulmans, l'argent des anniversaires, l'argent des fêtes, il est plutôt marqué comme un investissement pour l'avenir et les parents tendent plutôt à dire que il vaut mieux le laisser, qu'il vaut mieux le mettre sur un compte en banque, qu'il vaut mieux l'épargner, que ça servira à payer les études ou le permis plus tard. Par exemple, j'ai un exemple de ça avec un petit enfant que je suivais. Alors lui, c'est un petit peu particulier parce que il se trouve que il a un handicap. Il a un handicap et en plus, il vient d'une famille d'indépendants. C'est le seul garçon, c'est l'aîné de la famille. Donc, normalement, il est censé reprendre l'entreprise familiale selon le schéma un petit peu classique, mais bon, ça fait peser une incertitude là-dessus. Et donc, il reçoit une allocation au titre de son handicap qui est mise sur un compte en banque par ses parents, avec l'idée que ça lui servira plus tard à donc soit investir dans l'entreprise familiale ou en tout cas à sécuriser son avenir. Et ça, c'est un exemple assez typique en fait de marquage de l'argent. C'est que le handicap met un petit peu une incertitude sur son avenir et du coup l'argent qui est versé par l'État au titre de ce handicap-là va être mis de côté pour justement essayer de sécuriser cet avenir-là, mais il va pas être utilisé tout de suite. Ensuite, ce qui se retrouve, et notamment parmi les enfants, surtout les garçons, et plutôt dans les milieux populaires, effectivement, ça va être effectivement de mettre l'argent de côté et de pas le faire transiter par les enfants pour ne pas les habituer à l'argent facile. Donc, je cite leur mère. Avec l'idée que en fait elles ont peur que leur fils tombe dans la délinquance, enfin, c'est la peur qu'elles expriment et donc elles veulent pas les socialiser à l'argent facile et donc leur donner de trop grosses sommes d'argent tout de suite, pas les habituer à ça et elles partent de l'idée que quand ils auront 18 ans ils pourront avoir accès à cet argent. Donc ça, c'est un des éléments. Et puis plus généralement, on trouve des familles. Donc ouais, je suis en train de réfléchir en même temps que je réponds. Plus généralement, cette thématique de l'enfant frivole ou pas capable de gérer, c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver dans les classes moyennes ou populaires. Avec l'idée, oui, qu'il faut un petit peu préserver ce capital des volontés de dépenses, enfin de dépenses des enfants et qu'il vaut mieux que ce soit gardé pour plus tard. Et là, on ne dira pas forcément aux enfants qu'ils ont cet argent-là. Dans d'autres milieux, notamment un peu les familles du pôle culturel, aussi les familles catholiques. On va préserver les enfants de l'argent et mettre l'argent de côté sans leur dire, avec l'idée que l'argent c'est sale et l'argent c'est corrupteur et qu'il faut pas qu'ils soient motivés par l'argent. Donc ça, c'est plusieurs pôles, un peu plusieurs justifications qu'on trouve. Et encore une fois, je me contente de reporter les craintes. Oui, je sais, ouais, tout à fait. Et les normes données par les parents, c'est vraiment pas mon objet de juger en fait Exactement. Ouais.
voilà. De toute manière, je suis vraiment agnostique là-dessus, mais juste, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment les frontières normatives en fait qui mettent pourquoi en fait pas mettre les enfants en contact avec l'argent et notamment les grosses sommes d'argent. Est-ce qu'il y a une évolution à la préadolescence et adolescence? Je sais que c'est pas l'objet de ton travail, mais je sais que aussi tu as lu et tu t'es beaucoup documenté sur ces phases-là pour nourrir tes travaux. Est-ce qu'il y a des changements notables ou est-ce que en fait c'est comme il y a une brèche qui s'ouvre pendant 2-3 ans où les parents plantent des graines et en fait on voit ensuite les préados et les ados avoir intégré ces mécanismes-là et puis finalement s'inscrire dedans avec cette différence près que ils ont plus d'argent et plus d'opportunités de le consommer. C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'enquête qu'on appelle longitudinale sur toute la période de l'enfance à l'adolescence. Donc, c'est-à-dire qu'ils suivraient les mêmes individus et les réinterrogeraient. Ce qu'on peut deviner, c'est que l'adolescence est une période particulièrement intéressante parce que il y a une influence du groupe de pairs en fait qui est là avec un peu une sorte de pression de la conformité autour des notamment des collégiens et des collégiennes. Ce qui est intéressant aussi à cette période-là, c'est quand même une plus grande autonomisation des collégiens et des collégiennes, notamment dans leurs déplacements et du coup dans la fréquentation des commerces, etc. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup plus de temps dans la ville sans la surveillance des adultes. Donc c'est difficile à dire. Après, la question plus largement, c'est celle du déterminisme. Est-ce qu'on est déterminé une fois pour toutes à 7-8 ans? Non, je pense pas. En fait, il y a plein de facteurs qui vont entrer en compte. Les enfants ont encore plein d'années à vivre et plein d'expériences économiques à vivre. Ce qui est sûr, c'est que ça a plutôt des effets cumulatifs, des effets d'interaction, etc. En vrai, mon rêve profond dans mon enquête, ça serait de pouvoir continuer à suivre ma cohorte d'enfants pendant leur adolescence, etc. Donc peut-être que dans 5 ou 10 ans, quand ce seront des ados, des jeunes adultes, des lycéennes, quand ils auront le bac, je pourrais répondre sur comment s'est transformé leur rapport à l'argent et à la consommation tout au long de leur adolescence. Et la dernière chose qui m'intéressait de mettre en relief, j'ai lu aussi dans tes travaux, c'est le lien entre le nombre d'enfants dans la fratrie et les pratiques, et notamment sur le fait ou non de recevoir de l'argent de poche. Ce qui m'a vachement étonnée. Alors, on comprend assez facilement que plus il y a d'enfants, moins on est susceptible d'en recevoir ou moins on est susceptible d'en recevoir beaucoup. Ça, je pense qu'on peut assez facilement le comprendre. Ce qui m'a plus surprise, c'était l'idée que quand il y a 2 enfants dans la fratrie, il y a plus de chances de recevoir de l'argent que quand il y en a un. Et ça va totalement à l'encontre de cette pensée dominante de l'enfant unique qui serait un enfant gâté, qui serait un enfant à qui on donne tout parce que il est un peu le roi ou la reine à la maison. Et ce que je comprends, c'est que ça peut être le cas, mais que ça se manifeste finalement pas nécessairement par des mouvements d'argent. Est-ce que tu peux nous apporter un peu de clarté sur ce phénomène qui dit qu'en fait, quand il y en a 2, il y a plus de chances de recevoir de l'argent que quand il y en a un? Oui, bien sûr. C'est toujours tiré notamment de l'étude de l'enquête statistique du ministère de la Culture, donc l'enfance et loisirs que j'avais faite. C'était un résultat qui était un peu surprenant. C'était que être 2 donne plus de chances d'avoir de l'argent de poche. Donc effectivement, pour les fratries larges, il faut répartir entre plus d'enfants. Mais en fait, il se trouve que les cadets obtiennent de l'argent de poche plus jeunes que leur aîné. Et donc, comme dans les fratries d'enfants uniques, il n'y a pas de cadets, eh bien, il y a moins de chances d'avoir de l'argent de poche. Et en fait, c'est lié
à des questions de justice au sein de la famille, c'est-à-dire que si l'aîné a déjà de l'argent de poche, mais le cadet pas, en fait là les parents peuvent avoir deux arguments qui est il est plus âgé que toi, et donc dans ce cas-là l'argument d'âge en fait peut justifier des inégalités entre enfants. C'est souvent quelque chose que font les parents pour justifier que l'aîné a le droit de sortir et pas le cadet. L'aîné a le droit de se coucher plus tard. Voilà. Et en même temps, voilà, justice au sein de la Delphi, de la fratrie. Et donc, les cadets tendent à avoir un petit peu plus tôt de l'argent de poche que leurs aînés. Voilà. Et donc dans les fratries, quand il y a un enfant unique, c'est ça, c'est que finalement il a déjà ce qu'il veut, ou il ou elle a déjà ce qu'ils veulent quand ils demandent plus facilement, et donc c'est quoi, du coup il y a pas cette idée de rééquilibrage entre deux personnes, et en fait c'est pas qu'il y a pas d'argent de poche, c'est que potentiellement ça peut venir aussi beaucoup plus tard. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est en fait que les cadets potentiellement vieillissent plus vite que leurs aînés, parce que ils vivent ils grandissent dans le sillage de leurs aînés. Alors il faudrait alors j'ai pas vu d'études là-dessus, mais je pense au téléphone portable par exemple. J'ai parfois entendu que l'aîné a eu son téléphone portable à 12 ans. Son cadet qui a quelques années de moins va l'avoir à 11 ans. Et donc dans les statistiques, ça fait que quand on est deux, on a plus de chances d'avoir un téléphone portable jeune. Mais en fait, c'est une sorte de compromis entre la norme de égalité entre tous les enfants et la norme de les différences d'âge justifient les inégalités. Et c'est pas forcément l'idée que l'enfant unique est plus gâté parce qu'il est enfant unique. Ça va être plutôt que l'enfant, les enfants uniques, en tout cas du point de vue de l'autonomisation économique ou du fait de recevoir de l'argent ou pas, sont plus longtemps gardés dans l'enfance, mais aussi parce que ce sont les premiers, quoi. Et du coup, les parents n'ont pas nécessairement cette pression à la justice entre enfants qui vient souvent en fait des enfants eux-mêmes. C'est injuste, c'est trop injuste. On entend beaucoup en fait parmi les frères et sœurs. D'ailleurs, ça me permet de compléter un petit truc qu'on avait dit tout à l'heure sur l'argent versé si besoin, etc. ou pas. Une des intuitions qu'on peut avoir, c'est que c'est pas forcément les enfants uniques qui sont plus gâtés, mais ça peut être aussi les enfants divorcés ou de parents séparés, pour qui en fait le don d'argent ou de cadeau peut être une forme de compensation à une absence, l'absence de l'autre parent, ou c'est ça, la rupture du lien. C'est ça. Le fait de ne pas se voir au quotidien en fait est compensé par des cadeaux, etc. D'autant que quand on a deux parents qui sont ensemble, un cadeau, deux parents qui sont séparés, deux cadeaux. Normalement. Après, les montants, les valeurs, c'est encore autre chose. C'est ça, la compétition est plus entre enfants pour l'égalité, mais plutôt entre parents pour tout à fait. Potentiellement. Hein, mais ça, c'est pas mon sujet de recherche, donc je le présente plus comme une hypothèse que comme un truc, une vérité vraiment prouvée. Merci Marion. Écoute, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? En fait, je sais que tu publies de temps en temps. D'ailleurs, quand est-ce que tu soutiens ta thèse? Est-ce qu'il y a une date déjà, ou est-ce que non, tu es encore en travail? Alors, je suis encore en travail parce que je vais bientôt rencontrer mes enfants pour la deuxième fois pour l'entretien des 10 ans. Maintenant qu'ils ont un petit peu pris d'âge et d'autonomie dans la ville, dans leurs achats, dans leur rapport à l'argent. On peut me trouver sur le site de l'IRISO, donc qui est mon laboratoire de recherche à l'Université Paris-Dauphine, mais je suis aussi plutôt active sur Twitter. Et donc voilà, mon nom c'est Marion-Claire. Marion Claire.
sur Twitter. Voilà, merci beaucoup. Merci Marion et je dis ciao à tous les auditeurs. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si la thématique de l'éducation des enfants vous plaît, je vous conseille l'épisode 26 que j'avais fait avec Elena Goutard, coach parentale, avec qui j'avais notamment parlé de ce sujet dans un précédent épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.